Bonjour tout le monde. Donc, je me présente. Merci Sifahi déjà pour la présentation et pour l'intro. Donc, Makram Ben Abdallah, chef de projet senior au sein du groupe Telnet. Donc, aujourd'hui, je suis là pour vous présenter l'agriculture depuis l'espace et qu'est-ce qu'on a fait dans le domaine de l'agriculture. Donc, la présentation commencera par une présentation rapide du groupe Telnet. Et par la suite, je présenterai la mission des satellites qui sont en orbite de Telnet, les nouveaux produits qu'on est en train de développer, et on finira, bien sûr, toujours le meilleur pour la fin, c'est l'agriculture et le projet de système IFALEH qu'on est en train de développer. Donc Telnet, elle a été créée en 1994. On a trois pôles d'activité, donc logiciels et produits en R&D, intégration réseau et télécom, services PLM et études mécaniques. On compte 10 bureaux autour du monde, donc en Tunisie, en France, en Amérique, en Arabie Saoudite, en Russie, Allemagne et à Oman. L'expertise principale de Telnet, c'est l'ingénierie dans les systèmes embarqués et technologies spatiales. Donc les domaines d'expertise, comme vous voyez, ce sont divers domaines d'expertise. Telnet est la principale entreprise d'ingénieurs en Afrique avec plus de 1000 ingénieurs et experts offrant une large gamme de services de produits. Donc on est présent dans les domaines de l'IoT, bien évidemment, nanosatellites, réseaux centraux, avionique, défense, automobile, IT, industrie, monétique, télécom. Et les nouveaux produits, c'est satellites, observation de la Terre et IoT dans l'espace. Les présences à Tunis, donc on a trois présences et trois locaux à Tunis. Un au Berge du Lac qui est le siège social de Telnet. Le deuxième à Cité des Sciences. Le troisième c'est à Parc El Ghazala. Et le quatrième, il est à la deuxième capitale de la Tunisie, Sfax, donc un site qui travaille principalement pour l'activité monétique. Présence à l'international, donc on a un bureau à Paris, un bureau à Toulouse dans le cœur de développement spatial à Aerospace Valley, un bureau à Moscou dans le centre d'innovation aussi Skolkovo Innovation Center, par la suite à Munich et Californie et à Oman aussi. Voilà, les expertises et axes clés de l'activité sont logiciel embarqué, Internet des objets, intelligence artificielle, application d'entreprise, conception électronique, conception mécanique, innovation et formation. Les activités, disons, historiques ou avec lesquelles le groupe Telnet a commencé son développement, c'est le paiement électronique. Par la suite, ils ont voulu diversifier un peu les secteurs d'activité. Ils ont créé des nouvelles activités comme la télécommunication et les médias et l'industrie. L'espace, c'est une nouvelle activité qui a commencé en 2016. Donc ça a commencé avec un programme qui s'appelle Quick Access to Space. Le programme, il était avec Airbus Safran Launcher. Donc ils voulaient lancer toute une constellation de satellites dans l'espace, en orbite basse, pour faire de l'IoT dans l'espace. Telnet, elle a été choisie comme, disons, représentant de la Tunisie et de l'Afrique du Nord. Pourquoi? La question c'est pourquoi. Parce que déjà Airbus Safran Launcher, il fait partie de nos clients. Nos clients historiques, et on a travaillé avec eux presque durant 10 ans dans la validation aéronautique et la validation des calculateurs d'Airbus. Et déjà, la relation, elle est établie. Donc, on a commencé à travailler dans le projet. Par la suite, le programme, il a été annulé, tout le programme. Donc, la direction générale de Telnet, suite à la création du noyau et de l'équipe spatiale, elle a décidé de continuer tout seul dans le projet, sans avoir un financement ni national, ni international. Et ça a été, disons,
validé ou bien ça a été confirmé avec le lancement du premier satellite tunisien qui s'appelle Challenge One, qui a été lancé en 2021, le 22 mars 2021. Malheureusement, aujourd'hui, il n'est plus en orbite Challenge One, mais il a été remplacé par d'autres satellites qu'on les verra par la suite. Donc ici, la liste des partenaires et clients. Et là, on entre directement dans le vif du sujet. La question qui se pose peut-être, comment on va faire de l'agriculture depuis l'espace? Parce que même j'ai vu les collègues qui présentaient des stations météo qui étaient installées ici. Et on connaît tous que ça fonctionne avec un réseau terrestre ou un network terrestre. Passer par le spatial, comment on va passer? Il y a des satellites de communication spatiale, que vous les connaissez tous, comme Thuraya ou bien d'autres. Mais là, la bande passante, elle coûte très cher. Et il faut avoir un gros budget de puissance pour pouvoir atteindre ces satellites, parce qu'on parle des satellites géostationnaires. Déjà, c'est quoi la différence entre géostationnaire et orbite basse? Ça, c'est une grande question. Par abus de langage, tout le monde il croit que géostationnaire, le satellite, il ne bouge pas. Mais non, en réalité, le satellite, il tourne, mais à la même vitesse de rotation de la Terre. Orbite basse, le satellite, il est beaucoup plus proche. On parle de 200 km jusqu'à 1500 km. Nous, nos satellites, ils sont aux alentours de 500 km. Le satellite, il fait 14 tours par jour. Géostationnaire, il est à 36 000 km. Donc, pour pouvoir atteindre le satellite, vous voyez la différence de distance et la différence de puissance qu'il faut émettre. Et quand on parle IoT, principalement, c'est quoi l'IoT? C'est émettre très peu d'informations et consommer très peu d'énergie. Et là, dans le monde, on est en train de parler des devices qui sont autonomes et qui peuvent avoir une autonomie de 3, voire 4, 5, 6 et même 10 ans d'autonomie. C'est-à-dire, d'autonomie, c'est sans entretien. Le device, il est nomade et il fonctionne pendant 10 ans, ou 6 ou 3, sans intervention humaine. Donc, pour pouvoir atteindre ça, on n'a pas droit à gaspiller l'énergie au niveau des batteries. Donc, c'était le challenge. Comment nous allons lancer une constellation en orbite basse pour pouvoir atteindre le satellite avec très peu d'énergie? Donc, on a fait des recherches. Le principe, il est simple. On a des dispositifs terrestres qui émettent vers le satellite. Le satellite, il va stocker ces informations-là et par la suite, il va les retransmettre vers la station radio la plus proche. Donc, la modulation qu'on a utilisée, c'est une modulation LoRa, donc long range. Ce n'est pas le protocole LoRaWAN. On est passé directement vers le LoRa parce que LoRaWAN, il y a plein de contraintes et plein d'enjeux qu'on est en train d'étudier actuellement. Donc voilà, ça c'est la mission donc, du satellite. Donc l'IoT pour la surveillance. Pourquoi on lance des satellites? C'est quoi l'objectif? Et pourquoi faire de la surveillance? Le premier point qui est très essentiel, que ce soit pour notre pays ou bien pour d'autres pays de l'Afrique subsaharienne, c'est la souveraineté. Même, il y en a des entreprises, vous connaissez, vous êtes au courant de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il y a juste à titre d'exemple, il y a une constellation qui existe en orbite, des satellites qui opèrent et qui font de l'AIS. AIS, c'est Automatic Identification System. C'est pour les navires, pour avoir la position des navires partout dans le monde. Les Russes, ils ont décidé de lancer leur propre constellation. Pourquoi? Parce que c'est une question de souveraineté. Parce que les autres satellites et les autres constellations, ce sont des constellations américaines. Et ils ne savent pas quand est-ce qu'ils peuvent
arrêter le flux des données sur ces régions bien définies. Donc toujours, quand on dit souveraineté, même avec de la cybersécurité pour réduire les risques de hacking, etc., mais toujours, le satellite, il n'est pas, comment dire, c'est pas la propriété du pays lui-même. Donc, un, c'est transmission fiable des données IoT. Deux, contrôle en temps réel, même dans des endroits qui sont reculés et des endroits où il n'y a pas de couverture. Donc là, on parle presque de 90% de la Terre qui n'est pas couverte du réseau. Sécurité et traçabilité, optimisation opérationnelle et durabilité. Ça, c'est un premier produit. Donc, c'est un petit dispositif, comme vous le voyez, il se tient à la moitié de la main. C'est un messenger qui envoie des messages d'alerte pour la surveillance des personnes. C'est-à-dire, on est dans une région où il n'y a pas de couverture. Pour faire une randonnée ou bien pour une personnalité, il est parti, je ne sais pas, chercher quelque chose. Il est en danger, il appuie sur un bouton, le message, il parvient directement au satellite et ça sera rapatrié directement au service concerné. Hier, on a parlé un peu des trackers d'animaux. Je présente le collier qui se monte sur... ici, j'ai présenté les chameaux, mais il se monte sur n'importe quel type d'animal. Donc, les fonctionnalités, c'est une position en temps réel du suivi des chameaux. Il fournit des mises à jour précises et continues de la localisation, réduisant le risque de vol et permettant la surveillance de la santé, de la température et du comportement du troupeau. Détection des retraits non autorisés, déclenche instantanément une alerte lorsqu'une manipulation de sangle est détectée et permet une réponse rapide et la récupération des ressources et des animaux. On vient à l'agriculture. L'agriculture intelligente depuis l'espace. Donc, comme j'ai dit au départ, la problématique, c'était au vu de notre cher agriculteur qui s'appelle Sami. On l'a appelé Sami parce que pour nous, c'est un agriculteur 2.0 qui est un peu connecté, qui a de la connaissance par rapport à la technologie. Les problématiques de Sami, il a beaucoup de champs agricoles. Ces champs agricoles-là, ils nécessitent beaucoup de dépenses. En quoi? En besoin d'eau et en maladie. Donc, en plus de ça, M. Sami, il ne connaît pas combien il va récolter durant cette récolte, ou combien il va rapporter de l'argent par rapport à la production de cette année. Donc, il dépense sans connaître qu'est-ce qu'il va gagner en retour. Donc, notre solution, elle s'est basée sur ces problématiques pour répondre et améliorer la vie de M. Sami El-Fallah. Donc, on a proposé 4 solutions ou 4 services. Le premier service, c'est l'optimisation des besoins en eau. Donc, déjà, on va réduire la consommation hydrique, donc réduire les dépenses de M. Sami. Détection et suivi des maladies, c'est-à-dire on détecte dans une zone bien définie où il y a une atteinte et on guide l'agriculteur pour qu'il utilise les pesticides dans cette région-là et dans cette zone-là et non pas sur toute sa parcelle. Calcul de la superficie et classification de la végétation, ça c'est un service gouvernemental et il peut aider aussi des organismes de statistiques et estimation de la production. Donc, M. Sami, il est content pour les solutions, mais il se pose la question, comment on va faire ça? C'est trop beau pour être vrai, mais comment ça va être réalisé? Donc, on est entré en collaboration avec Subcom, INGC et Telnet, et dans le programme qui s'appelle FRQ. La solution, elle s'est basée sur l'imagerie satellitaire et l'IoT. Donc, on va combiner les données de l'imagerie plus les données IoT terrain. Et comment on va utiliser l'IoT satellite en agriculture? Donc, on a réalisé
une station météo qui est connectée par le satellite. Cette station, elle remonte la vitesse du vent, l'humidité relative de l'air, la direction du vent, rayonnement solaire, température relative de l'air et pluviométrie. Et aussi, qui intègre aussi des capteurs au sol. Bon, je ne les ai pas présentés ici. Par la suite, comment utiliser les images satellites en agriculture? C'est ça la question qui se pose. Donc, les images satellites sont utilisées pour l'évaluation de la santé des cultures, principalement, la prévision des rendements et la gestion précise de l'irrigation. Il aide à surveiller les indices de végétation, les niveaux d'humidité du sol et la répartition des nutriments pour les pratiques d'agriculture de précision. Les images aident à identifier les épidémies, les ravageurs, les schémas de maladies et les indicateurs de stress des cultures permettant des interventions rapides. Monsieur Essemi, il est encore confus, il n'a pas encore compris, donc on va essayer de lui expliquer encore davantage la solution. Donc ici, je vais faire un petit aperçu par rapport à l'imagerie satellitaire. Donc les images satellites désignent les images de la surface terrestre capturées par des satellites en orbite autour de la planète. Donc ces satellites, ils sont des satellites en orbite basse. Et les satellites, ils capturent des images à l'aide de divers capteurs, y compris des capteurs optiques, thermiques et radars. Les images satellites offrent une perspective unique et précieuse, nous permettant d'observer les changements et phénomènes environnementaux à grande échelle. Donc, l'imagerie satellitaire, elle n'est pas utilisée que pour l'agriculture. Donc, il y a plein d'autres services et domaines dans lesquels on utilise l'imagerie. Bien évidemment, géographie, gestion des catastrophes, ressources naturelles, développement urbain et expansion, et agriculture, bien évidemment. Comment on va faire la surveillance de la santé des cultures? Donc, il y a des indices de végétation qui sont mesurés à partir des images multispectrales qui sont prises par ces caméras qui sont installées dans ces satellites-là. Pourquoi les satellites? Pourquoi on ne passe pas par les drones? Parce que les satellites, ils couvrent toute la Terre. Et ils sont beaucoup plus faciles à utiliser et la disponibilité est liée quasi quotidienne, pour ne pas dire temps réel. Donc, les drones, il faudra avoir un pilote et la zone d'action, elle est très réduite. Pour le satellite, lors d'un passage, il peut couvrir toute la Tunisie avec un peu, disons, la moitié de l'Afrique du Nord. Donc, à partir de ces indices de végétation, on va utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle pour alerter les agriculteurs des premiers signes de sécheresse ou de carence en nutriments. Par la suite, on peut aussi faire analyse des sols et de l'eau. Donc, il y a un indice aussi qu'on peut dégager à partir des captures multispectrales. Donc, NWI, qui est Normalized Difference Water Index, et SAVI, qui est la Vegetation Index Adjusted to the Soil. Donc, l'humidité du sol suivi les niveaux d'eau, au risque d'érosion, identifier les zones vulnérables. Donc, aussi, on utilise des algorithmes en IA pour recommandation des plannings d'irrigation et prédire les zones de stress hydrique. Par la suite, il y a un autre indice aussi avec lequel on détecte les maladies sans pour autant classifier le type de maladie. Donc, c'est-à-dire, actuellement, on travaille dessus pour avoir plus de précision par rapport à la type de maladie concernée. Pour la prédiction du rendement, donc, on utilise le rendement historique, plus les données météo, à partir de la station météo, plus données d'imagerie satellitaire et données IoT du sol, pour avoir une idée par rapport à la production de l'année prochaine. Donc, c'est une prédiction des récoltes avec une précision
plus ou moins de 90%. Donc, ceci, il va aider les commerçants, les gouvernements à planifier la logistique. Intéressant, mais comment je peux utiliser toute cette technologie? Monsieur Semi, il se pose la question. Donc, on a créé une dashboard intuitif pour l'agriculteur. Comme ça, dans ce dashboard-là, ou dans cette plateforme-là, il aura toutes les informations nécessaires à la surveillance des maladies végétales, estimation de la production, calcul de la superficie végétale et classification par type, optimisation des besoins en eau, et bien sûr, ce service-là, il est personnalisé selon le besoin du client et le besoin de l'agriculteur. Voilà, finalement, M. Sami, il est content. Et il nous dit un petit slogan qui dit « Du sol au satellite, mes décisions sont guidées par la donnée et renforcées par l'intelligence ». Merci à tous. Merci. Et j'espère que c'était instructif, disons. On va prendre une ou deux questions. Une seule question. Alors, Juste pour le live, Ayman, avec, juste élève un peu ta voix. donc, merci, c'est Makram. J'ai une question concernant le tracker des chameaux. Donc, vous avez dit que vous faites la surveillance de la position des chameaux. Oui. Donc, vous avez mentionné que vous faites cela en temps réel. Donc, Oui. je voulais savoir quelle est la fréquence d'envoi de transmission de la position exactement et quelle est la durée de vie de la batterie que vous offrez avec cette fréquence-là. C'est une très bonne question, c'est Ayman. Donc, en temps réel, déjà, la définition, elle diffère d'une personne à une autre. Peut-être l'heure, pour moi, c'est du temps réel et ce n'est pas du temps réel pour vous. 15 minutes, pour moi, c'est du temps réel, ce n'est pas pour vous, il n'est pas du temps réel. Vous pouvez me dire 50 millisecondes, c'est du temps réel. Moi, je peux vous dire, on peut descendre au micro de seconde. C'est très peu, millisecondes. Donc, en fait, ce qu'on fait, le minimum, c'est 15 minutes. Ça, c'est la limitation de la constellation actuelle avec laquelle on travaille. Donc, chaque 15 minutes, on transmet des données. Pour répondre à la deuxième question, bien sûr, bien évidemment, c'est toujours des compromis entre durée de vie et mode opératoire. Si on cherche de la précision, donc la durée de vie de la batterie, il va décroître. Donc pour 15 minutes, c'est à peu près 6 mois d'autonomie. Pour 1 heure, ça nous donne à peu près 1 année et demie à 2. Si on monte encore plus 2 heures, ça peut atteindre les 3 ans d'autonomie. J'espère que j'ai bien répondu à tes questions. Oui, merci beaucoup. Merci. Merci. اي ميرسي سي مكرم على خاطر عرفي قديما مرحبا بك. مكرموس Et نعم يخدم معنا سي محمد ود الحسن en tant que consultant lors du lancement du premier satellite tunisien. C'était une très belle expérience. وانا اللي باش نسال مش انت Juste, je veux vous remercier, c'est Mohamed. يعطيك الصحة. On applaudit un peu, c'est Mohamed Belay. زاد اوكي لا باش نعطي سؤال لا ما عادش سالوا جمله دونك جست اون بتيت ريمارك بارابور للتون ريال على خاطر كي نقولوا تون ريال حسب الديفينيسيون تاعي انا انه لورسكون ريسوا lorsqu'on reçoit les données et toujours les données utiles. Ça veut dire on lance une action et à la réception de la réponse est toujours utile. Pour moi, c'est temps réel. نجم يكون نهار نهارين 10 أيام مش مشكل. Donc c'est ça. Deuxième remarque, حكيت vous avez parlé de challenge one خاطر déjà que soit أنا ولا سي فتحي يهمنا امره قلت عليه مع الشيخ خدم دونك مش على نحن طيحناه دونك il faut expliquer علاش معناها il n'est plus là. Hey, merci Mohamed. Oui, bon, il y a une durée de vie. Chaque chose a sa durée de vie.
Donc déjà, le satellite Challenge One, c'est un exploit. Il a fait presque 5 ans de vie. Or que les nanosatellites, on parle généralement de 2, maximum 3 ans d'existence. Donc, احنا وصلنا ل5 سنين نسميه déjà, on s'estime très heureux déjà avec les 5 ans et KO. Donc, parce que les satellites ils ne contiennent pas de propulseur pour renaître l'énergie cinétique de départ. Donc, du coup, ils tirent d'une manière naturelle, ils perdent de la cinétique et ils rentrent en atmosphère et ils se désintègrent totalement et intégralement. Très bien. D'autres questions? يظهر الميكرو عند شكون؟ عند محمد. محمد عندك انت الميكرو. شكون؟ Donc, j'ai une question concernant la fréquence d'avoir des images satellitaires. Car si tu veux faire l'irrigation ou la gestion de l'irrigation en se basant sur ces images, donc tu dois avoir une fréquence assez élevée donc, pour assurer l'estimation de l'NDVI ou quel que soit le processing que vous avez. En fait, c'est une bonne question, bien sûr. Les images satellitaires, ils coûtent cher. Donc, ils coûtent très, très cher. Nous, on prend 2 à 3 images par jour et on essaie d'affiner encore les résultats à travers les capteurs IoT qui sont installés sur le champ. Donc, l'idée, c'est calibrer les mesures au sol avec les imageries satellitaires. Merci, Sifat.